Bienvenue sur Mindset, le podcast vidéo de la réussite du dirigeant. Comment le mindset est un levier crucial de la réussite du dirigeant. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Ralph Ruimi. Salut Tim, merci de m'accueillir. Alors je vais commencer par la première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter ? D'accord, je ne sais pas si ce sera la plus simple de la soirée, de la journée, mais je vais le faire. Donc moi je m'appelle Ralph Ruimi, j'ai 52 ans. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le business. Ouais, quand même. Voilà. Je suis papa de 2 enfants. Je suis chef d'entreprise depuis pratiquement toujours. J'ai eu une petite expérience en tant que salarié. Et ensuite, j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour ça. Et je suis devenu entrepreneur à multiples reprises. Comment tu as compris que tu n'étais pas fait pour ça ? Alors c'est une histoire un peu spéciale, je le dis toujours, mais c'est un peu bizarre. J'étais trop con pour être salarié. Donc ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc ça vient de mon grand frère. D'accord. En fait, je travaillais toujours en tant que salarié et je rentrais le soir en disant mon patron il est con, il y a ci, il y a ça. Et il me disait mais à chaque fois que tu vas dans une boîte, ton patron il est con, donc pose-toi des questions de savoir qui est vraiment con entre les deux. Ouais. Et puis je lui dis t'as raison, c'est sûrement moi qui n'ai pas fait pour ça. Et du coup j'ai monté ma propre boîte. Mon frère qui fête ses 60 ans dans 2 jours a fait 43 ans dans la même boîte. Donc lui, il est fait pour être salarié. Donc, voilà. Donc lui, il comprenait pas. Ouais. Voilà, lui, il comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à rester salarié. Alors, ta première boîte, c'était quoi ? Alors, ma toute première boîte en tant que fondateur, ouais. C'était une société qui s'appelait Mister Assure. Donc, c'était un comparateur d'assurance. C'était en 2007. Mais avant, j'avais travaillé dans une boîte qui s'appelle toujours Empruntis, où j'étais le CEO donc pendant 7 ans. Okay. Donc c'était un peu l'entrepreneuriat. Ouais. Et ça, c'est une énorme expérience. D'accord. Donc une société qui avait été créée en 2001, qui a été revendue en 2007. Plus de 300 salariés revendus à Covea. C'était un gros sujet. Ok. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai monté mon comparateur, cette fois-ci tout seul, un comparateur d'assurance qui s'appelait Mister Assure, où je mettais en relation des assureurs et des clients qui cherchaient des devis sur Internet, que j'ai revendu ensuite à Blackfin en 2012. Parce que c'est pas facile de monter une boîte, mais réussir à sortir par le haut, c'est encore mieux. J'ai eu cette chance, moi j'ai vendu une boîte tous les 3 ans depuis 15 ans, donc je commence à savoir un peu comment ça marche. Et si on prend le Achille, donc la dernière boîte que tu as lancée il y a combien de temps ? Tu peux nous en dire un peu plus sur Achille ? Oui, je peux expliquer un peu le cheminement. Oui, bien sûr, on a le temps. Avant Achille, il s'est passé d'autres choses. Il s'est passé une boîte importante pour moi qui s'appelle Place des Leads. C'est une boîte que j'ai créée en 2011 avec un associé qui s'appelle Hervé de Gauchy, avec qui... je suis encore associé aux autres activités, ça fait plus de 20 ans qu'on est associé. Okay. C'est comme mon petit frère, c'est la famille. Donc on a créé une société qui s'appelle Place des Leads, c'est du marketing digital. Au départ, on travaillait pour des compagnies d'assurance et des banques exclusivement. Puis après, ça a commencé à gonfler un petit peu. On a levé des fonds auprès de Ardian en 2012. Okay. On a levé des fonds et en 2015, on a fait une joint venture avec une société qui s'appelait Public ID pour créer le numéro 1 du marketing digital en France, qui s'appelait Time One, qui s'appelle toujours Time One. Voilà, j'étais le président et j'ai revendu toutes mes parts en 2017 avec un seul but, arrêter de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est un bon but, ça. C'était le meilleur but de ma vie. Sauf si on aime son travail, en fait. C'était la meilleure idée que j'ai eue et la pire que j'ai eue, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Raconte-moi. En fait, j'étais persuadé que c'était le bon choix. Ouais. Et puis, en fait, malheureusement, je suis tombé malade tout de suite après avoir vendu ma boîte. Et du coup, ce qui devait être un bon moment a été un des moments les plus douloureux de ma vie. Voilà, après, on rebondit. On est en quelle date, là, Ralph ? On est en 2017. D'accord. Donc là, tu tombes malade, tu as vendu ta boîte, tu as très bien vendu, donc tout va bien, sauf que ta santé se casse la figure. Sauf qu'à part la santé, il n'y a rien d'autre qui est important. Donc du coup, tout va bien, mais rien va bien en fait. Okay. Voilà, donc on s'occupe que d'une chose, c'est de se remettre sur pied.
Et en 2020, qu'est-ce qui se passe? En 2020, il se passe un truc. Je sortais plus de chez moi, j'étais plus trop dans le coup. Et puis j'ai un copain à moi qui travaille dans l'assurance qui m'appelle, qui me dit Ralph, ça fait longtemps que tu n'es pas sorti de chez toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça serait bien qu'on se voit. Il y a une soirée lesfurets.com, un comparateur célèbre, bien connu, et qui fête ses 10 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Il me dit viens, ça fera l'occasion. Je lui dis écoute, ça fait 10 ans que j'ai quitté le monde de l'assurance, je ne veux plus connaître personne. Il me dit non, mais ce sera l'occasion de se voir, je serais content de te voir. Bon, j'y vais. Oui. Je me rends compte que je connais à peu près 95, voire pratiquement tout le monde dans la soirée. Donc je me dis que ça bouge pas trop. Ça fait 15 ans que moi, je fais plein d'autres choses et j'ai l'impression d'avoir vu. On était dans plusieurs pays, dans plusieurs techs différentes et je vois que les gens n'ont pas bougé. Je me suis dit, le métier, l'assurance a besoin un peu de changement. Oui. Et je vais essayer de l'apporter. D'accord. Et donc c'est comme ça que tu as décidé de lancer. Et deuxième chose, la plus importante qui m'a fait me décider, c'est ma fille. Ah oui, pourquoi? C'est Ilana, parce qu'en fait, je ne leur avais pas parlé de mes problèmes de santé, donc ils ne savaient pas trop que j'étais pas bien. Et du coup, elle me voyait toujours à la maison, elle croyait que j'étais un chômeur, un vétéré qui n'avait pas envie de travailler. Et un jour, elle est rentrée avec ses copines dans la maison, et elle a ouvert la porte, et elle m'a dit « Ah, t'es encore là ?» avec les yeux de la honte. Avec la honte dans ses yeux, et je me suis dit non, tu peux pas avoir travaillé tout ça pour que ta fille, quand elle rentre de l'école, elle a honte de te voir à la maison. Ouais. Donc je me suis dit on va se remettre au travail. D'accord. Et donc tu t'es associé, tu as monté ça avec, tu as un cofondateur si oui, avec Francky Desfossés. Donc voilà, ça aussi c'est une histoire qui est faite de rencontres et qui est faite de choses peu probables. Moi je connais très bien Jean de la Roche-Brochard, qui est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la levée de fonds, de la tech. Il y avait une expression qui disait pas de gens, pas d'argent. Donc, pas mal. De chez Kima avec Xavier Niel, c'est ça. Xavier Niel, voilà. Donc moi je le connais, il s'était occupé de ma première opération dans ses tout premiers deals. Okay. Donc je le connais bien et je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très très bien. Okay. Et donc du coup il avait écrit un livre, Human Machine. Que j'ai lu, qui est très bon. Qui va tout de suite dans ce genre de podcast sur le mindset. Je pense que c'est quelqu'un qui a un mindset de ouf. Ouais. Voilà, donc il dédicaçait son livre tout près de chez moi, dans une librairie que je sais qu'il lui tenait à cœur parce que c'était en face de son ancien lycée, lycée de mes enfants. Donc j'ai été, on s'est vu et il m'a dit c'est plaisir de te voir, viens on déjeune ensemble lundi. On a déjeuné, il m'a dit c'est dommage, pourquoi tu refais pas quelque chose? J'ai dit écoute, si je fais un truc c'est dans l'assurance. Ouais. Il m'a dit écoute, si tu fais quelque chose dans l'assurance je te suis. Il m'a rappelé 2 fois, donc quand Jean te rappelle 2 fois alors qu'il n'a pas trop le temps, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que ça l'intéresse, qu'il est prêt à investir. Et la dernière fois il m'a appelé un vendredi midi et il me dit voilà, j'ai Francky dans mon bureau qui travaille avec Xavier Niel sur une autre activité, il veut se lancer dans l'assurance. Je lui ai dit de te rencontrer, voyez, est-ce que tu es disponible pour le recevoir? Vu que moi je glandais toute la journée sur mon canapé, j'étais forcément disponible. Je lui ai dit écoute, qu'il passe à la maison. Il est venu, on a mangé 3 nems et on a discuté. Une demi-heure après on s'associait, on créait Achille. Combien de temps après? Même pas une demi-heure après, on disait go, on y va et on crée Achille. Incroyable. Ouais. Donc le parrain Jean de la Roche-Brochard au-dessus du berceau et Xavier qui finançait Xavier Niel qui finançait mais qui surtout mettait en relation Francky, Jean qui me met en relation moi, donc ça venait de personnes qui en avaient plutôt confiance. Ouais. Donc on s'est dit il n'y a pas grand-chose à craindre. D'accord. Et puis, donc, ils ont investi, tu as levé pas mal à ce moment-là? Alors, oui, parce qu'au départ, on devait lever un peu moins. Ouais. Mais en fait, on est tout de suite parti par une vraie compagnie d'assurance, chose qui ne s'était pas vue depuis 35 ans. Et donc, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, on a dû lever un petit peu plus que ce qui était prévu à l'origine. Et donc, finalement, quelques mois plus tard, on a levé 30 millions d'euros, 29 millions d'euros exactement en seed. En seed. C'était la plus grosse levée qui avait jamais eu lieu en seed. Et donc, Achille aujourd'hui, quelques chiffres, vous en êtes où quelques années après Achille aujourd'hui, c'est pas mal. Après, c'est pas mal. Donc, on s'est lancé en mai 2021. Oui. Et ça fait à peu près 2 ans et demi, un peu moins. Donc, c'est assez récent quand même. C'est récent. On a 500 000 clients. Bravo. On a fait 157 millions. Le chiffre arrêté au 31 décembre, on a 157 millions d'euros de primes émises. 420 000 contrats vendus. Et on est rentable. Waouh. On a gagné de l'argent
C'est pas mal. Une start-up rentable de nos jours, Ouais, il faut le saluer et l'applaudir. Bravo, bravo. On a parlé de ta carrière. Maintenant, c'est quoi, si je viens sur le mindset, c'est quoi ta définition du mindset et quel est le mindset de Ralph? Ouais. Il est space le mindset de Ralph. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est comme la définition du mindset, c'est un état d'esprit, c'est ce qu'une personne peut apporter, c'est qui il est. Et c'est pas que professionnel, c'est surtout le mix entre le professionnel et le personnel. Et voilà, c'est comment la personne voit les choses en fait. Moi, je vois pas les choses de la même façon que les autres, et c'est souvent difficile de travailler avec moi quand c'est comme ça. Et si tu as des gens qui sont trop en opposition ou vraiment à l'opposé, ça va pas marcher. D'accord. Donc les gens qui se plaignent, les gens que c'est jamais de leur faute, les gens qui s'en mettent pas en question, c'est pas le bon mindset pour moi. D'accord. Donc, ok, il y a un marketeur américain qui s'appelle Seth Godin, qui a été interviewé dans un autre podcast. Je salue Grégory Pouy là-dessus. Seth Godin qui dit "You are the circumstances". Quand les gens se plaignent en disant c'est pas de ma faute, mais en fait, et donc je trouve qu'en termes de mindset, c'est vachement intéressant. Donc il ne faut pas que les gens se plaignent. Mais j'aime bien dans ta définition, tu mêles bien le pro et le perso. C'est très important. Ouais. En fait, je pense que si tu n'es pas bien dans ton perso, tu ne seras pas bien dans ton pro et vice-versa. Donc les gens qui décorrèlent ça, c'est pas bon. D'accord. Ouais. Alors, et donc maintenant, le mindset de Ralph, c'est quoi ? Le mindset de Ralph, c'est ce petit immigré marocain qui habitait en Seine-Saint-Denis, qu'on a toujours dit, écoute, tu seras soit carrossier ou soit coiffeuse. J'étais un garçon, la chance c'était carrossier, mais dans l'endroit où je venais, il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives que ça. Je me suis toujours dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis la France, c'est quand même un super pays pour l'ascenseur social. Ouais. Le mindset, c'est tout défoncer et jamais se poser de questions. Et jamais je me dis il est mieux que moi, ou c'est pas possible, ou je vais pas y arriver, ou c'est trop haut. On fonce, on s'en fout et on avance. Ouais, on fonce, on s'en fout et on avance. Ouais. Et parce que ton père habitait en France, ou ta famille était en France ? Moi, je suis né au Maroc, à Marrakech. Ouais. Mes parents aussi. Okay. Et toute ma famille, on est 4 enfants. Okay. Et on est arrivé en France en 74. Okay. Donc j'avais 2 ans. Puis voilà, il a tout recommencé à zéro. Et ton père faisait quoi comme métier ? Il était en assurance. Dans l'assurance ? Oui, c'est pour lui aussi que j'ai fait ça. Ok, génial. Et donc ton mindset particulier de Ralph, comment tu le décrirais ? Tu as commencé à en parler, mais Comment on le décrit ? On le décrit moi, par exemple, je me remets toujours en question. Ok. C'est est-ce que le soir, quand je rentre chez moi, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais dû faire ci ? Je dors pas beaucoup. Ça fait presque 35 ans que je dors 4 heures par nuit. Ah, il y a un petit secret quand même derrière ta réussite, 4 heures par nuit. Un secret de mes problèmes et un secret de ma réussite. Oui, je comprends. Oui. Aujourd'hui, avec le recul, je dis aux gens, faites pas ça. Ouais. Mais moi, c'est pas de ma faute. J'arrive pas à dormir. Je suis un peu plus serein, donc j'arrive un peu mieux à dormir là, mais j'arrivais pas à dormir et je pensais. Ouais. J'étais joueur d'échecs aussi pendant très longtemps, donc je refaisais les parties comme quand on refait ses parties le soir quand on se couche. On refait sa journée le soir quand on se couche et qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment j'aurais dû le faire, ainsi de suite. D'accord. Et je trouve que le pire du pire d'un salarié aujourd'hui, c'est le mec qui se remet pas en question. Ouais. Ça m'en fout. D'accord. C'est pas de ma faute, c'est pas moi où j'aurais pas dû, c'est des choses que moi je n'en veux pas qu'ils se trompent, mais c'est bien de l'accepter. Donc le mindset de Ralph, c'est se remettre en question en permanence, c'est ça ? C'est douter de rien. D'accord. Voilà, alors ça peut paraître prétentieux, mais ou ça l'est pas. Douter de tout et douter de rien, c'est ça, non ? Ouais, c'est pour ça, c'est ça que c'est important, c'est que je doute de rien, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Oui. Ça ne veut pas dire que je me crois supérieur, mais je me crois pas inférieur en tout cas. Ok. Ça, c'est important. Il y a eu ce syndrome de l'imposteur pendant très longtemps. Alors, j'ai fait des études, j'ai fait des bonnes études, j'ai fait plein de choses, mais je n'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'ENA, et je me retrouvais dans un milieu où tous les gens avaient fait ça. Au début, j'avais un peu de ce syndrome de l'imposteur en me disant, oui, alors c'est vite parti. D'accord. Ayant travaillé avec eux, après, c'est vite parti. Mais donc, tu as toujours eu ce mindset entre guillemets, d'aller vers l'avant parce qu'on t'a dit que tu deviendrais coiffeur ou carrossier, que finalement, tu voulais prouver à ton entourage que c'était possible de faire autre chose. Donc, une sorte de revanche par rapport à ce qu'on t'avais dit de ce que tu allais devenir. Pas forcément ce qu'on m'a dit que j'allais devenir, mais ce que j'étais censé devenir d'où je venais. D'accord. On était très soutenu par la famille, par tout le monde. Il y avait pas, on me disait pas ça, mais
Oui, et puis voilà, moi je déteste l'injustice, Oui. mais vraiment du plus profond de mon être. Et je trouve ça injuste que tout le monde n'ait pas les mêmes chances. Donc on va les chercher. Et je trouve ça injuste de dire ah bah j'y arrive pas parce qu'on m'a pas fait. Non, bouge-toi et tu vas y arriver. Et donc il y a trop de gens dans ma cité, les mecs qui restaient sur le même banc pendant 20 ans et ils disaient ouais, mais tu te rends compte, on ne trouve pas de travail, mais si tu vas pas le chercher, tu le trouveras jamais. Si tu restes sur le banc, si tu restes sur le banc, ça va pas, un CDI va pas te tomber sur le banc en train de fumer des joints. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'il faut se bouger et on avance. Et donc j'ai jamais voulu rester comme ça en fait. Je comprends. Et ton mindset, il a changé avant et après ta maladie ou pas? J'ai commencé à gagner pas mal ma vie, ouais. avoir pas mal d'argent de côté. Avant ta maladie? Avant la maladie. J'avais vendu 4 boîtes avant. Ouais. Donc l'argent change le mindset un peu ou pas? Ouais. 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 Faut faire attention. Ouais. Faut faire attention de comment il change. Ouais. Mais après, je sais pas gagner. En quoi? En confiance en soi, en arrogance potentiellement, si on fait pas attention? Bah, quand tu peux te payer tout ce que tu peux te payer, tout ce que tu veux, faut faire attention à ça. Il y a plein de gens qui sont malheureux parce qu'ils ont trop d'argent et qu'ils n'ont plus de rêve. Moi, cette chance-là, j'ai pas changé ma façon de vivre quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Non, ce qui change, c'est que voilà, en fait, on fait tout ça pour notre famille. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour sa famille. Et quand tu as commencé à gagner de l'argent, tu les as mis à l'abri. C'est plus facile. Moi, je le dis toujours, c'est plus facile pour moi d'être entrepreneur en ayant déjà de l'argent de côté que quelqu'un qui hypothèque sa maison ou qui est en galère. Donc, moi, j'ai pas peur, j'ai pas de crainte. Oui, t'as pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. T'as envie de gagner, comme j'aime bien dire. Ouais. J'ai pas peur de perdre et je gagnerai. Ouais. Et c'est plus facile. Si tu vas au casino avec 50 balles, t'es sûr de les perdre. Ouais. Si tu joues au casino avec beaucoup d'argent, tu as peut-être un peu de chance de le faire. Si tu joues au poker avec 10 cartes, tu as plus de chances de gagner en face de toi s'ils en ont que 5. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Ouais. Très clair sur ta définition du mindset. Alors, et la maladie, qu'est-ce que ça a changé? Quand on a vécu ce que j'ai vécu, j'avais déjà pas peur de grand-chose, mais là... T'as peur de rien? J'ai pas peur. Et dans un secteur, on va en parler un peu après, mais qui est l'assurance, où justement... Les gens ont beaucoup peur. Où les gens sont plutôt formés à calculer le risque. C'est quoi pour toi la définition de la culture d'entreprise pour toi, Ralph? En général ou chez Achille? En général, et après, tu vas pouvoir nous parler d'Achille, ouais. La culture d'entreprise, c'est difficile pour moi parce que, ayant été très peu salarié, j'ai pas cette culture d'entreprise. Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été, c'était les miennes. Ouais. C'est pas grave. C'est quoi la définition d'une culture d'entreprise selon Ralph? C'est porter le maillot en permanence, tu vois. Okay. Alors après, si je peux en parler, j'ai un frère. Ça fait 43 ans qu'il est dans l'assurance. Ça a commencé par plusieurs compagnies, maintenant c'est Allianz. Il mange à Allianz, il dort à Allianz, il vit à Allianz, c'est sa vie. D'ailleurs, je pense qu'il peut pas blairer Achille tellement il aime Allianz. On n'en parle jamais. D'accord, ah oui. D'accord. Jamais, mais si je pense qu'il avait un choix, il prendrait Allianz sans hésiter. Ouais. Voilà, on a toujours été élevé comme ça. Moi, j'ai un papa qui avait de travail, qui travaillait dur, et le patron, c'était le patron, et on respecte le patron, on respecte l'entreprise, on respecte tout ça. Donc oui, on a toujours été élevé où tu fermes ta gueule et t'avances. Ouais. Et l'entreprise, elle est là pour toi, et donc tu dois être là pour elle. Donc je me suis jamais posé la question de me dire... est-ce que je dois me lever le matin pour travailler? Est-ce que je dois mouiller le maillot pour cette entreprise? Si une fois que j'ai été, j'y suis et c'est à fond. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui restent dans des boîtes alors qu'ils n'ont plus envie d'y être ou qui... J'ai racheté des boîtes où j'étais dans des boîtes où les mecs me disent je suis pas bien. J'ai dit attends, t'as 25 ans, t'as fait HEC, t'as tout... Pourquoi tu pars pas? Ouais, mais non, si t'es pas bien là, pars quoi. Arrête de rester. Voilà, donc une entreprise, on n'y reste pas si on n'a pas envie d'y être. Et là, je comprends pas. Il y a plein de gens qui le font. Ouais, moi j'en vois beaucoup ici. Et ça, c'est incroyable. Ça, j'arriverai jamais à comprendre. Et donc, voilà, faut aimer son entreprise, faut la défendre jusqu'au bout. Et quoi qu'il se passe, même si on a tort, on a raison. Même si l'entreprise a tort, elle a raison. Et on y va. Tout ce que je viens de dire, c'est de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un contrat, c'est un deal.
entre un salarié et une entreprise. Donc tu dois aimer l'entreprise autant qu'elle t'aime. Oui. Je ne demande pas aux gens d'aimer l'entreprise alors que l'entreprise les méprise et s'occupe pas bien d'eux. Je demande aux gens si tout se passe bien, que ça se passe bien des deux côtés. Ok, ouais. Non, c'est un contrat, il n'y a pas que le contrat de travail, il y a un contrat d'engagement entre les deux. Pour moi, les deux. Le contrat moral est bien plus important que le contrat de travail. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques points sur la culture d'Achille ? Est-ce que tu as travaillé sciemment la culture d'Achille dès le début en te disant j'ai envie de faire ça, ou est-ce que ça a été plutôt du bon sens et marche après marche parce qu'aujourd'hui tu as pas mal de collaborateurs. On en a 50, ce qui n'est pas beaucoup pour les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. C'est très peu. C'est une co-fondation avec Francky, donc c'est deux esprits qui sont complémentaires. C'est ça aussi que j'ai été chercher dans l'association. Donc c'est important. Qui fait quoi dans les deux ? Alors on se partage pas mal les tâches. Lui s'occupe de toute la partie marketing, informatique, de pratiquement tout. C'est le DG de la structure. Et moi, je fais plus la partie communication, assurantielle, process, et ainsi de suite. Mais en fait, on fait tout ensemble. On communique beaucoup, on parle beaucoup, on fait plein de choses ensemble. Voilà, dans l'association... Moi, je n'avais pas envie de revenir travailler. Je ne serais pas venu travailler si je m'étais pas associé avec quelqu'un où je me dis je peux compter sur lui et pour y aller. J'avais besoin de quelqu'un de plus jeune, de plus fougueux et qui allait pouvoir faire plus de choses que ce que moi je pensais être capable de faire. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis finalement, une fois qu'on est dedans, on y va. Oui, bien sûr. Alors, donc la culture d'Achille. Donc la culture d'Achille, déjà, c'est très compliqué de travailler chez Achille. Ok. Voilà, vous entendez ? Très compliqué. Si tu n'as pas le mindset, tu peux pas travailler dans une boîte comme celle-là. Donc c'est ça que j'appelle compliqué. Et des fois, tu te trompes et on a arrêté de recruter des gens qui avaient trop d'expérience dans l'assurance. Pourquoi ? Parce que ça marchait pas. Intéressant. Quand les mecs arrivaient, ils disaient oui, mais on faisait comme ça avant. Justement, si on a créé Achille, c'est pour pas faire comme avant. Et donc quand les gens sont trop formatés, ça posait vraiment de problèmes. Donc Achille, c'est beaucoup d'implications. On fait à 50 personnes que les autres font à 300 ou 400, mais 100 000, vraiment. Donc les gens travaillent. Donc 4 fois moins de personnes pour arriver au même résultat ? On est à peu près à 4 fois c'est incroyable. Moins. Entre 3 et 4 fois moins, je pense. Mais même plus. Incroyable. Donc il faut travailler dur. Donc, j'imagine. C'est que des gens qui sont très impliqués. Ok. Ça grouille, c'est ça qui est bien. Quand tu rentres dans les bureaux d'Achille, tu vois, tu sens... Moi, j'ai une expérience une fois où quand j'étais salarié, j'ai passé l'entretien, je suis rentré dans la société. Oui. Au bout de 2 minutes, je savais que je ne travaillerais pas dedans. Ah, intéressant. Et Rien que l'ambiance... C'est une parenthèse, mais elle est vachement intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise? J'ai pas aimé la façon dont les gens se parlaient, j'ai pas aimé la façon dont ils bougeaient, la façon dont on sentait qu'il y avait pas un bon esprit, quoi. C'était pas. Et je me suis assis, j'ai dit je travaillerai pas là. Alors, hyper intéressant. Et quand on s'assoit chez Achille, quand on arrive... C'est pour ça que j'en viens, parce que la plupart des gens qui viennent ils disent ça bouge, ça vit. C'est une ruche. C'est une ruche. Déjà, tout le monde est habillé en Achille. Donc, on leur dit pas habitant en Achille, mais on est très fiers de notre maillot. Ouais. On a même une équipe de foot, le Paris Saint-Achille. Le quoi ? Le Paris Saint-Achille, qui se fait défoncer à chaque match. Et donc, on a arrêté. On s'est pris des gros cartons. Mais alors, tu vois, quelque chose qui me plaisait bien. On s'est inscrit à une ligue, les mecs voulaient jouer, ils se sont inscrits à une ligue, et il n'y avait plus de place, ils se sont retrouvés dans la Ligue des Champions. Alors que les mecs, ils n'avaient jamais joué ensemble. Ils se prenaient des 30-0, des 20-0, ainsi de suite, et ils y allaient tous les lundis avec le sourire. Ouais. Et moi, je trouvais ça génial, en fait. Je m'en foutais du score. Mais les mecs, ils avaient envie d'être ensemble, ils se prenaient des cartons, et c'est pas grave, ils y retournaient, avec plein d'autodérision. Ils fêtaient quand ils s'étaient pris du 15-1, c'était la grosse fête, on savait bien tirer et tout. Et voilà, ça, c'est l'esprit Achille. Cette année, on a arrêté, on a moins de candidats. Voilà, toujours, tout le monde est habillé en Achille. Mais tous les jours ? Ouais, souvent. Souvent. Ok. On a une grosse garde-robe, on le disait tout à l'heure en off, en blaguant, mais on aurait pu s'installer dans le sentier, c'était pareil. On a les t-shirts, on a 3 modèles. Les polos, les sweats, on en a 5. Des gris, des bleus, des noirs. On en a fait un spécial Hellfest, où on avait nos collaborateurs qui adoraient aller au Hellfest. Et du coup, on a fait un concours de dessin auprès des collaborateurs. Et on a sorti une
une tête de mort mais magnifique qui a été faite. Et on a fait un t-shirt Achille Hellfest qu'on a donné à tous les salariés. Voilà, on a des occasions, on fait tournoi de pétanque, on fait un t-shirt, on fait ping-pong, on fait un t-shirt. Voilà, on essaye de le faire. Donc ça fait partie du mindset et de l'esprit d'entreprise. Donc on a beaucoup de jeunes. Oui, l'âge moyen à peu près. L'âge moyen, c'était 32 ans. Et par rapport au secteur de l'assurance 50 ans de moins. Non, je blague. Ah, t'es dur. Non, je blague. Ouais. Non, mais c'est beaucoup plus jeune. Ouais. Beaucoup plus jeune, ouais. Ok. Donc des événements ensemble. Je peux me permettre, parce que c'est moi le plus vieux. À moi tout seul, je fais monter d'un point la moyenne. Donc voilà, c'est des jeunes. Et on a pris des jeunes qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir, qui sont là pour... qu'on leur donne des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues. Ailleurs. Donc on a des gens chez nous qui sont responsables à des gros postes de responsabilité alors qu'ils étaient N-2 ou N-3 dans les boîtes où ils étaient avant, voire même moins, et qui aujourd'hui sont hyper forts, hyper bons, hyper motivés et qui sont conscients. C'est ça que j'appelle le deal, c'est quand tu es conscient du deal. Ok, tu leur donnes... Ok, je te donne la chance de faire ce qu'il en est, mais tu sais très bien que ça n'arrive pas sans rien. Ne me déçois pas, voilà. Sois engagé et on y va. Et personne ne nous déçoit. Ok. Ils sont plutôt engagés, ils y vont. Vous avez travaillé sur un culture book ou sur des choses ça s'est fait naturellement de fait de la création de la boîte. Ok. C'est-à-dire qu'on s'est créé pendant plein Covid. Ok. Donc ça, c'est un marqueur important. C'est un marqueur très important. Ouais. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer cette boîte. On a pris les locaux, ça c'est assez drôle, on était super fiers de dire à Xavier, regarde, on a les locaux, on s'est bougé, tu nous as donné de l'argent 2 jours après, on a trouvé des locaux, sauf que 3 jours après, confinement total. Donc on avait signé un bail pour des locaux qu'on n'allait jamais voir en fait. Ça fait mal. Et ensuite, tu dois appeler des gens et leur dire, tiens, je monte une compagnie d'assurance, ça s'est pas fait depuis 35 ans, si tu démissionnais d'AXA ou tu es bien au chaud pendant le Covid, et tu vas nous rejoindre, les mecs... Compliqué. Ouais. Donc le mec qui vient... Il est spécial. C'est qu'il en a. Et c'est qu'il est spécial. Et donc, du coup, voilà, on s'est construit comme ça, avec que des gens. Notre CTO, David, il est venu alors que c'était une période compliquée. Dans le monde de l'assurance, on a Franklin Abitbol qui était un actuaire, une star des actuaires dans le milieu. Les mecs qui plaquent tout, il dit « Ok, moi j'y crois, je viens ». C'est pas des gens normaux. Oui, d'accord. Un mec qui fait ça, voilà, et les gens qui viennent te rejoindre à cette période-là, pendant ces difficultés-là, dans une entreprise d'assurance, ils sortent du cadre. Ils ont un mindset particulier, donc du coup voilà comment ça s'est construit. Et après c'était très difficile de venir greffer des gens autour de ça si tu n'as pas le même état d'esprit. Oui. Donc, donc si j'essaie de récapituler un peu la culture d'Achille, on est vraiment dans des gens... positifs, qui vont tester des choses, qui sont vraiment un esprit fortement communautaire, des événements réguliers, des t-shirts, une façon de s'habiller. Tous les jeudis, un apéro. Des rituels, tous les jeudis, il y a un apéro qui est fait par la boîte, les gens viennent ou viennent pas. Des fois, il y a du monde, des fois, il n'y a pas de monde. Une fois par mois, un grand événement. Donc... un escape game. Une fois par mois quand même. Une fois par mois. Un escape game, une raclette, un bowling. Là, on va faire un tournoi de ping-pong, on a fait un tournoi de pétanque, on fait plein de choses comme ça. Et sur 50 personnes, tu as combien de gens qui viennent en général ? Enfin, ça dépend, mais... Ouais, il y a 80%, 85%, même plus qui viennent. Ouais, super. Dans les gros événements. À l'apéro, c'est moins. Ouais, d'accord. Toujours les mêmes polstrons qui sont là à l'apéro le jeudi. C'est au bureau ? C'est au bureau, ouais. Le bureau est où ? Vos locaux ? On est dans le 16e, vers la place Victor Hugo. D'accord. On a des super locaux, on est super bien. Tu aurais quelques exemples d'entreprises que tu connais, qui ont des cultures différentes, et des choses que tu aimes ou que tu aimes moins ? Je pense que dans l'assurance, les gens sont assez attachés à leur entreprise. Donc, c'est des boîtes quand même canon, des Allianz, des AXA, des MAF, des Massif. C'est quand même des gens qui ont des fortes cultures d'entreprise où les gens sont assez attachés à ça. Oui. Donc, je pense que c'est bien de travailler dans ces boîtes-là. Moi, je ne pourrais pas, mais je pense que c'est bien. Et qu'est-ce qui est différent ? Tout est différent, en fait. Ça va plus vite, c'est plus compliqué, il y a moins d'avantages, mais il y en a plus. Tu as moins d'avantages tangibles, mais tu as beaucoup plus d'avantages de te retrouver à parler à des gens à qui tu n'aurais jamais adressé la parole avant, à avoir des responsabilités que tu n'aurais jamais eues, à monter en grade très facilement. Chose importante, très différent chez nous, il y a très peu de réunions. Ouais. C'est pratiquement presque interdit, il n'y a pas de réunions, il y a très peu de hiérarchie. Il y a combien de niveaux de hiérarchie chez toi ? Si je te dis 0, tu ne vas pas me croire, mais
Ouais. Voilà. D'accord. Nous, on peut parler, tout le monde parle avec tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas débrouillard, il s'en sortira pas. En fait, dans les autres structures, tu as plus d'aide. Il y avait un DG d'une compagnie d'assurance, d'une très grosse compagnie, qui m'avait dit, moi, mon rôle, c'est de prendre des décisions que je ne verrai pas. Moi, je ne vais pas prendre des décisions qui vont venir m'impacter dans ma vie de tous les jours. Je préfère prendre des décisions qui ne m'impacteront pas. Et ça m'avait choqué. Je comprends, ouais. Mais c'est ça, en fait. On est bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Et je pense qu'il devrait se remettre en question et changer pas mal de choses. Il y a beaucoup encore de choses à changer dans le monde de l'assurance. Et on voit que le monde va vite et il va falloir le faire. Tous ces changements. Et donc se mettre un peu plus en risque. Mais c'est difficile. Et là, tu l'as tout à fait dit. C'est difficile de te mettre en risque quand ton métier, c'est de calculer du risque. Et encore plus quand ça touche ta personne. Donc, moi, je comprends. Et encore une fois, ce que je disais, c'est beaucoup plus simple quand tu es à l'abri financièrement de prendre des risques que quelqu'un qui a 4 enfants, qui a 55 ans. S'il perd son travail, il va faire quoi? Voilà, c'est compliqué. Donc, je les comprends. Voilà, je comprends qu'ils le fassent. Et tu vois des cultures très différentes entre les différents courtiers que tu connais sur le marché, dans le secteur de l'assurance toujours? Oui, après, ceux qui marchent, ceux qui prennent des risques. Comme dans tout, en fait, on n'a rien sans rien. Donc, il faut se renouveler, il faut y aller, il faut lancer de nouveaux produits, il faut être agile, il faut être courageux. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais quand ça marche pas, on rebondit. Je comprends. Et quand tu dis on prend des risques et certaines fois ça peut faire peur et c'est normal, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on prend un risque et que ça se passe pas bien, surtout dans le secteur de l'assurance? Ça t'est arrivé? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être chaud. Tu lances un produit qui est mal tarifé ou tu dis tiens je vais en vendre un nouveau truc et puis ça marche trop bien. On a des boîtes, je dirais pas les noms, mais il y a des boîtes qui valaient 600 millions, qui ont lancé un produit, que ça n'a pas bien marché et qui après valait plus rien parce que... À cause d'un produit juste? À cause d'un produit qui a super bien marché mais en fait qui était très mal tarifé. Du coup les assureurs derrière... se sont retrouvés avec des pertes colossales et ont résilié tous les partenariats et du coup après tu n'as plus personne qui veut te suivre. Donc c'est un mixte entre je vais gagner ma vie mais faut que ça soit équilibré. Un courtier qui réfléchit que je m'en fous de ce qui se passe derrière, qui calcule pas le S sur P, le rapport sinistre à prime comme notre métier, il y en a encore aujourd'hui mais c'est de moins en moins parce que si tu fais pas ça t'es mort. Il faut que ton assureur derrière soit un peu content quand même. Je comprends. Et un mot sur tes confrères où il y a eu des dépôts de bilan un peu costauds. Là, je pense à Luco par exemple ou à d'autres boîtes comme ça. Si je prends Luco, ils étaient monoproduits, ils étaient 250, on est 50. Donc il y avait pour moi beaucoup trop de salariés par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir sur un produit qui rapporte pas beaucoup d'argent. L'habitation, c'est pas un gros produit qui rapporte de l'argent. Donc voilà, quand tu viens des mondes de l'assurance, tu sais que tu vas pas gagner beaucoup d'argent avec ce produit-là. Moi, je connaissais plein de gens qui travaillaient là-bas et ils étaient très contents. Mais justement, je pense que c'était trop en fait. C'était full remote, tu travailles d'où tu veux, tu travailles quand tu veux, tu as les vacances illimitées, tu as blablabla, ce qui était à la mode à l'époque. Je pense que 100% des boîtes qui ont fait ça ont arrêté de le faire. Ouais. Tu ne peux pas créer un esprit d'entreprise si tu ne vois pas les gens, si les gens ne sont pas sur place et s'ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est pas Luco ou les autres, c'est plein de boîtes comme ça. Moi, c'est compliqué. Donc moi, j'ai jamais cru au full remote. Chez nous, ils ont un jour de télétravail par semaine. J'allais te poser la question chez Achille. C'est quoi ta position sur le remote? C'est un jour par semaine et il y a plein de gens qui le prennent pas. Oui, donc c'est très peu. Et pourquoi? Pour garder ce sentiment d'appartenance et de cohésion d'équipe, je pense que les gens, il y a même plein de gens qui auraient les boules de pas être là en fait, parce que il se passe tellement de choses quand ils sont pas là qu'ils se disent mais merde, fallait être là. La ruche. Ouais, il se passe plein de choses, il y a plein de choses qui se font comme ça. On est une boîte en création, donc du jour au lendemain, le lundi on a dit tiens on va faire ça et le mardi c'est autre chose. Si tu es en télétravail le mardi où on a changé d'avis, tant pis pour toi et on va avancer avec les gens qui sont là. Donc on a plein de gens qui les prennent pas, tu as des gens qui les prennent, voilà, et ils travaillent tous quand ils sont en télétravail. Et puisqu'on parlait encore d'Achille et de la culture d'Achille, là j'y reviens, comment tu fais pour embaucher les gens? Il y a 50% hard skill, 50% soft skill, mais 100% mindset.
Donc on est vraiment là-dessus. Très bien dit. Ça nous est arrivé d'avoir des gens super bons, mais on sait qu'ils n'auraient pas fité, ou c'était pas l'esprit de l'entreprise ou le mindset qu'on voulait, on l'aura pas fait. Donc malheureusement, on a dit non à des gens qui étaient pas magnifiques, mais qui n'auraient pas pu marcher dans une boîte comme la nôtre. Donc le CV, on s'en fout. On regarde pas forcément les CV, on regarde l'envie et comment ça va s'articuler auprès des autres de l'équipe. Et comment tu vas mesurer la performance des gens qui sont chez toi parce que, ok, super, si les gens sont chez toi, qui portent le t-shirt, je te taquine, hein, Oui, qui portent le t-shirt, qui vont jouer aux boules le jeudi, qui sont là aux événements, qui travaillent beaucoup, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont performer ou comment tu mesures ça? C'est là où c'est très important ce que tu dis et ça ne me taquine pas, ça me tient même plus à cœur que ce que tu crois. Tu dois donner quand tu demandes beaucoup. Oui. On ne donne pas pour dire j'ai donné. Oui. Donc c'est pas je vais mettre un baby, je vais faire ci, on va faire des fêtes et puis ça marche pas. Non, c'est parce que ça marche qu'on fait tout ça. Le jour où ça marche pas, il n'y a pas tout ça. Oui. Les gens ils ont travaillé dur, c'est normal qu'ils aient envie de boire un verre le jeudi après ou des choses comme ça. Mais même eux, s'ils n'avaient pas travaillé dur, ils ne viendraient pas en fait. Je comprends. Les gens qui se sentent pas bien ou qui sont en départ, ça ils viennent pas. Oui, bien sûr. Tu vois, donc c'est un bon indicateur. Le nombre de personnes qui viennent ou qui viennent pas. Tu m'as posé la question combien viennent. Moi, c'est un indicateur très important. Si tu fais une soirée et tu n'as que 3 personnes, c'est que ça va pas bien dans ta boîte. Oui, tout à fait. Donc, il faut te poser les questions. Donc, oui, on fait attention on fait attention à tout ça et c'est compliqué. D'accord. Et tu fais alors, je te parlais tout à l'heure justement d'objectifs et de KPI sur les résultats des gens. Comment tu mesures la performance de tes collaborateurs? J'avais oublié ta question. Non, mais c'est pas grave. C'est bien de me la reposer. Ce que tu disais était passionnant. On les regarde non-stop, en fait. On est une boîte de data. Ok. Donc, en fait, c'est même trop. Les performances, on les voit à la seconde. Donc ça n'existe pas de se dire tiens aujourd'hui le patron du service care, du service client, il est managé en permanence sur le nombre de tickets qui sont encore ouverts et le temps qu'il a mis à répondre aux gens. Le patron du service sinistre, il est en permanence combien il te reste de dossiers, est-ce que tu as répondu, les avis Google, chaque avis c'est bon le bas de combat, pourquoi, comment, ça nous remonte des informations. Moi je fais tous les 2 mois, même plus, plusieurs heures par jour du service client. Oui, pour rester connecté, au marché. Et je fais de 21h à 1h du matin pendant pas mal de temps. Ça nous permet de rester connecté et tu vois tout de suite, tiens, là, tu as mal répondu, ce qu'il en est. Et ça permet de voir, est-ce qu'à la tech, il y a des problèmes? Est-ce que dans le produit, il y a des problèmes? Tout ça. On est très, très transparent chez Achille. Donc, tous les mois, on fait le monthly. Et on explique tout. Ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, les chiffres. Oui. 100% transparence sur les chiffres, ce qu'on gagne, pas, ce qu'on a dépensé, combien il reste en banque, tout est expliqué. Le seul avantage que je vois, c'est que du coup, il n'y a pas les gens ont des fantasmes. Oui. Ils se mettent plein d'argent, ou ils perdent, ou on crame, ou si, ou là, tu dis ce qu'il en est, il y a les gens, ils vont arrêter de rêver. Il n'y a pas de commérage. Il n'y a pas de commérage, donc ça c'est important. Donc c'est le plus important de tout. Moi j'en ai souffert dans la première boîte, on m'a pas tout dit. Et je me suis juré que je le ferais, il n'arrivera pas ce qui m'est arrivé. Et c'est quoi les écueils à éviter pour une boîte en forte croissance comme toi, dans un secteur très concurrentiel et très réglementé aussi? Ouais, on n'en parle pas, mais la réglementation nous structure aussi nos recrutements. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas recruter n'importe qui, je ne peux pas nommer n'importe qui. On a la CPR, l'autorité de contrôle, qui nous surveille. Et donc, il faut faire un mix de tout ça. Donc, on a des gens, on a 4 fonctions clés qui sont pas nommées par la CPR, mais qui sont validées à chaque fois qu'on recrute par la CPR. Donc, tu ne peux pas prendre qui tu veux comme tu veux. Les écueils à éviter, c'est de grossir trop vite. Ouais. C'est de penser qu'on est arrivé alors qu'on n'est pas arrivé. Et commencer à te dire, tout cet équilibre, il est quand même... précaire. Ouais. On est 50, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Passer de 50 à 100, ça va devenir un gros challenge. Et est-ce qu'on va garder cet esprit à 100 Aujourd'hui, on connaît tout le monde, les prénoms, leur vie, leurs enfants, ce qui se passe, ce qui se passe pas. Et tout le monde se connaît. Quand on sera 100 ou 200, ce sera plus le cas. Est-ce qu'on va réussir à faire cet esprit d'équipe?
C'est ça, pour moi, le challenge, réussir à le faire. Est-ce que sur Achille, tu vois d'autres points importants que tu as vécu ou qui t'arrivent en ce moment? On ne recrute pas de l'extérieur pour les promotions. D'accord. Très intéressant. Ça, c'est très important. On a tous les contrats de qualif qu'on a pris qui sont restés. Ouais. Les gens qui étaient un peu juniors sont montés et tous nos patrons de pôle sont venus de l'interne. On a très rarement, voire jamais, été chercher à l'extérieur. Alors il y a une expression que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup dans ma carrière, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça s'apprend. Alors voilà, si j'ai un conseil à donner à des gens ou des choses, si tu as un doute, arrête. Et moi, au départ, on disait mais non, ça va s'arranger, on va trouver une solution, on va faire ci, non. Ça marche jamais. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Peut-être un dernier point, est-ce que tu as un conseil, un point de vue, une idée que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt soit des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des patrons de boîte ou d'autres gens qui sont curieux? Ouais, un doute, pas de doute, ça je pense que c'est très important. Ouais. Et on a tendance à l'oublier. À l'oublier. D'accord. Vraiment, il faut vraiment prendre des décisions très vite. Et puis arrêter de dire je vais faire. De plutôt faire. Ok. Et donc, ça c'est... Action. Action, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent... Il y avait une phrase qui disait laissez faire la pensée, Bouygues l'a fait, ou un truc comme ça. Ça doit être autre chose, mais... voilà, il y a trop de gens qui procrastinent, quoi. Voilà, ouais, ça serait bien qu'on fasse ci, non. Ou quelque chose que je dis toujours aussi, tiens, c'est presque bon, non. C'est le presque qui me plaît pas. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Voilà, donc c'est mettre ton curseur au bon endroit. D'accord. Il y a des gens qu'on explique toujours, il y a des gens qui mettent le curseur à 80%. Si tu le mets à 100, tu iras plus loin que si tu l'as mis à 80. Et donc c'est vraiment toujours remonter son curseur et toujours essayer de se dire est-ce que ce que j'ai fait c'est bien et comment je peux faire mieux. C'est pas facile de travailler chez nous, on est dur, donc on a beaucoup d'exigences. J'en ai envers moi-même, Franck en a envers lui-même, mais on en a aussi beaucoup envers les autres. C'est-à-dire que ça peut paraître Disneyland, mais c'est loin d'être Disneyland. C'est-à-dire que si t'es pas bon, tu tiendrais pas une minute. Et c'est compliqué. Donc oui, cette exigence-là, tu dois l'avoir envers toi-même et tu dois te lever le matin en disant je vais donner le max de ce que je peux faire. C'est ton mindset numéro 1. Et puis, c'est un autre conseil de nos gens. Si vous n'aimez pas les gens, ne soyez pas entrepreneur. Ouais. Et il y a plein de gens, ils sont entrepreneurs, mais ils n'aiment pas les gens ou ils ne s'intéressent pas à leur vie perso. C'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie perso. Tu peux comprendre que ton salarié ce matin, il arrive un peu pas bien parce qu'il a des problèmes. Tu peux l'accepter si tu sais ce qui se passe. Et tu peux peut-être l'aider, essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc oui, s'intéresser un peu plus aux gens. Voilà, aimer un peu plus les gens si tu as envie que ça marche. Aimer un peu plus les gens si tu as envie que ça marche. C'est une belle phrase pour clôturer notre discussion. Merci beaucoup, Ralph. Merci à toi. C'était un grand plaisir de t'accueillir. À très bientôt. Salut.